Bonsoir Alexandre, Salut Audrey, tu vas bien? ça va bien et toi? Super. Bah, c'est terminé la consultation est terminée, c'est bon, ça va être un moment sympa à passer ensemble. On va discuter un petit peu avec tous les gens qui sont présents. Il y a déjà plus de 80 personnes qui nous ont rejoints. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être commencer par se présenter au cas où si des personnes viennent d'un de nos deux comptes et ne nous connaissent pas. Hmm. Je te laisse l'honneur, Alexandre. Vas-y. Donc moi je m'appelle Alexandre Marchac, je suis chirurgien plasticien à Paris. Et j'ai une formation très académique. J'ai fait l'internat, un clinica, surtout de la microchirurgie. Et à un moment de ma formation, je me suis passionné pour les reconstructions d'oreilles et toute la chirurgie du visage. Et puis plus j'avance dans mon expertise, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis installé, plus je me concentre vraiment sur la chirurgie du visage. Voilà. Et alors on est à un moment, tu sais, on fait des choix dans la vie. Est-ce qu'on va vers une carrière hospitalo-universitaire ou une carrière libérale? Et j'étais parti pour faire une carrière hospitalo-universitaire. J'étais parti à New York faire de la recherche et tout ça. Et puis, ce monsieur-là qui est derrière, qui était mon père, qui était plasticien également, j'avais une longue discussion avec lui au moment où je devais faire mon choix et il m'a sérieusement convaincu D'accord. d'une carrière libérale. C'est lui, c'est lui qui t'a un petit peu poussé sur la fin pour Oui, oui, t'orienter. et je le Ok. remercie parce que c'est vrai que être plasticien en ville, c'est très chouette. Tu es vraiment libre de l'activité que tu fais et de choisir vraiment ton domaine d'excellence. Et je le remercie beaucoup pour ça. C'est vrai que tu as raison. Quand on est étudiant en médecine, on connaît souvent que le versant hospitalier de la Mm. médecine. Et en fait, ben, on s'imagine que c'est ce qui a de mieux l'hôpital parce que c'est là où on voit les pathologies les plus complexes, etc. Mais en fait, il y a tout un monde de la médecine qui est comme, enfin, quand je dis médecine, c'est médecine et chirurgie, hein, Oui, bien bien sûr, bien entendu, sûr. c'est toute la Mm. santé en général. Un monde qui est majoritaire finalement, puisque la médecine en France se fait en majorité en libéral Mm. et qui peut être très, très intéressant aussi. Oui, et surtout qu'en plastique, on a la chance de pouvoir faire, même en libéral, des choses très compliquées. Il y a des spécialités où quand tu es pas à l'hôpital, tu peux pas faire, par exemple, quand tu es ORL et que tu fais de la Je ne cancérologie sais pas si vous très... m'entendez parce qu'on a peut-être perdu le son. Est-ce que vous On m'entendez bien? t'entend, mais c'est un peu lointain. Alors, Alexandre me dit que c'est moins bon. Mais on Je t'entend. vais me mettre avec les écouteurs, ce sera mieux. Ouais. C'est bon, tu es revenu? Oui, Super. Et alors, super. et dis-moi Audrey, alors toi, De mon côté. raconte-nous ton parcours à toi. Exactement. Donc moi, je m'appelle Audrey, alias Dermat Audrey sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis médecin, dermatologue. Hmm. J'ai fait mes études moi dans le sud de la France et j'exerce toujours dans le sud. J'exerce depuis une dizaine d'années en libéral moi aussi. Hmm. Et depuis environ un an, j'ai développé une partie de mon activité sous la forme de vidéos d'information pour les patients, pour le public, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Voilà, avec les comptes Dermatodré sous ce pseudonyme. Le but, c'est en fait de faire connaître les problèmes de peau, la dermatologie, parce que finalement, je me suis rendu compte en consultation que les mêmes questions revenaient très souvent Hmm. sur des pathologies bénignes, les verrues, les grains de beauté, qu'est-ce que c'est? Et plutôt que de répéter la même chose à chaque personne, c'était Hmm. quand même beaucoup plus intéressant de diffuser ça sous la forme de vidéos, que j'espère assez claires et ludiques, Hmm. parce que on s'est rendu compte l'année dernière qu'en fait, quand on est isolé chez soi, les sources d'information, on peut pas aller chez le médecin parce qu'il n'y a pas de dermatologue dans le coin, etc. Hmm. Finalement, les gens vont sur Internet chercher des infos et c'est mieux s'ils trouvent des infos validées, scientifiques, de qualité. Oui, c'est pas facile, ça, de trouver des bonnes informations. Et bon, alors, Il y a tout et n'importe quoi. il y a tout et n'importe quoi. Alors, on peut pas, on a beau bien connaître notre domaine, il faut toujours prendre tout ce qu'on dit avec une certaine modération, On hein. n'a pas la science infuse, hein, bien sûr, Mm. on fait de notre mieux. Moi, je donne des informations qui sont conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, Bien etc. sûr. Je ne prétends pas tout connaître en dermatologie non plus, mais parce que c'est impossible, de toute façon, dans nos métiers, de dire qu'on connaît tout sur Mm. un sujet. Il faudrait avoir une tête comme ça. Donc, Tu as su tout au moment de ton internat.
C'est vrai. Voilà, il y a eu un Quand moment je- extraordinaire quand tu savais tout, hein. C'est ça. À la fin de la sixième Mm, année, on est quand même au top de nos capacités mm, et on se rend compte. Moi, je vois parmi les étudiants en médecine là, qui me suivent, qui préparent l'internat, ils posent des questions parfois en message privé qui sont tellement pointues et mm. je veux surtout pas leur dire de bêtises parce que tout ça se passe beaucoup sous forme de QCM. Autant à mon époque, c'est des questions rédactionnelles, donc en fait, on pouvait euh, selon la tournure de la phrase bien dire ce qu'on voulait dire. Et Mm. maintenant, avec les QCM, si c'est un peu ambigu, etc., c'est encore plus piégeux, je trouve. Ouais. Et après, ce qu'on apprend au cours des 10 dernières années, enfin, moi, ces 10 dernières années, c'est l'expérience L'exercice. clinique, c'est l'exercice clinique et le fait de voir des centaines, des milliers de patients, ça affine ton jugement. C'est comme si notre programme, notre intelligence s'affine progressivement C'est ça. et tu vois arriver des schémas, des patterns qui se répètent. Voilà. C'est ça, c'est de l'apprentissage cognitif en fait. Mm. Et c'est vrai que pour ce côté-là, moi j'aime beaucoup la dermatologie comme spécialité parce que c'est une spécialité très visuelle. Et Mm. finalement, plus on voit de monde, plus on se forme des images cérébrales qui correspondent justement, comme tu dis, à des patterns. C'est peut-être un mot qui parle pas pour les gens, Mm. on va dire que ce sont les patterns, ça veut dire en anglais des patrons, comme des patrons de couture. Donc en fait Mm. des formes ou des caractéristiques qui nous permettent d'orienter notre diagnostic, par exemple, ou tes gestes, je pense, pour Oui, bien sûr, toi. bien sûr. Ah, mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'on sera remplacé un jour par une intelligence artificielle? Alors, pour l'instant, en Mm. dermatologie, l'intelligence artificielle ne fait pas mieux que la dermoscopie pratiquée par un dermatologue humain Mm. bien formé à la dermoscopie. Donc, pour l'instant, on a de beaux jours devant nous. Mais Et- si il y a des dermatologues, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on est moins de 4000 en France. mm. Il y a 67 millions de Français, donc on peut pas voir tout le monde. C'est Ça, c'est ça sûr. le souci. Et aussi, c'est l'un des grands intérêts des vidéos que tu fais, c'est d'essayer de faire en sorte que des gens aient l'information qui leur évite de faire des consultations inutiles. Exactement, Mm. exactement, parce que moi je suis pas éternelle, et j'ai pas mon but c'est pas non plus d'examiner moi-même toute la France, donc Mm. c'est de transmettre l'information pour permettre aux gens qui ont quelque chose de grave d'aller consulter à bon escient et permettre aux personnes qui ont des pathologies bénignes mais qui peuvent les inquiéter Mm. d'obtenir des informations et d'aller peut-être directement en pharmacie demander tel produit, voilà, sans avoir besoin de Oui, parce qu'il y a plein de choses que tu peux mobiliser une traiter sans, consultation. que tu peux traiter sans ordonnance. Voilà. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et Autant en chirurgie, c'est plus difficile d'aller à la pharmacie et dire faites-moi. l'automédication, c'est un gros problème dans notre vie. Et Ah oui. dans ton activité, tu vois des patients d'esthétique. Comment est-ce que ça se passe pour toi? En fait, nous, la demande esthétique, elle est souvent mélangée avec du médical. C'est-à-dire Mm. que les gens viennent, par exemple, pour examiner des grains de beauté, etc. Et au cours de la consultation, ils vont nous parler des taches sur le visage, de leurs rides, que faire pour les rides du front, qu'est-ce que vous pensez de tel laser, etc. Donc Mm. finalement, c'est au cours d'une consultation médicale, ils en profitent pour nous poser ce type de questions. Et puis finalement, après, on peut les revoir dans un but juste esthétique. Parce qu'ils veulent faire voilà tel laser ou Mm. telle injection. Mais souvent au début, c'est sur un motif médical plutôt. Oui, toujours, hein. Et comment est-ce que tu abordes le vieillissement du visage, toi? Comment est-ce que après avoir vu justement des jeunes, des gens âgés, des gens au milieu et tous ces gens qui te posent des questions sur le vieillissement de leur peau, comment est-ce que tu analyses ça? Est-ce que tu vois justement des grands patterns dans le vieillissement du visage? Alors oui, il y a quand même plusieurs choses. Le vieillissement du visage, donc pour parler de mon côté, c'est-à-dire le vieillissement thermique et épidermique de la Mm. peau, je confierai ce qui se passe en dessous. Il y a quand même des tendances qu'on retrouve chez tout le monde à différents degrés. Mm. Pour le côté dermique, en fait, ce qui se passe, si on prend un schéma de la peau, donc l'épiderme là par-dessus qui est plat, Mm. et en fait en dessous se trouve le derme, mais normalement entre l'épiderme et le derme, il y a la membrane basale, donc une petite lame de comme du tissu, on va dire, pour les gens qui ne suivent pas, enfin qui sont pas en médecine. Et cette lame basale, normalement, elle fait plein de reliefs comme ça, Mm. comme un
une ondulation. Avec le temps, elle a tendance à s'aplatir. Et si vous prenez un tissu qui est fripé et que vous l'aplatissez, bah, vous vous trouvez avec un tissu qui est plus grand. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec finalement un excès tissulaire au niveau du visage qui va faire qu'avec le temps, bah, si vous allongez vos joues, bah, qu'est-ce qui se passe? Elles vont Donc naturellement tomber. on fabrique de la peau en vieillissant. Elle se distend. C'est Voilà, distant. exactement comme un tissu qui serait élastique, parce que Ouais. justement dans le derme il y a plein de fibres élastiques. Et ben si vous enlevez l'élastique, comme les maillots de bain. Les maillots de bain, c'est assez typique, l'élastique de la ceinture. Avec le temps, on se rend compte que en fait, il se distend. Ben, c'est exactement la même Oui, chose tu pour perds la les peau. plis d'ailleurs qui se trouvent près de l'endroit où tu fais le nœud. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. Mm. Donc il y a ce côté, on va dire d'abord distension du derme. Mm. Et qui va faire que selon les mouvements en fait du visage, bah, il y a des plis qui vont se former, ce sont les rides, Mm. et qui se forment en fait dans les endroits où les muscles sont capables de plisser. Mm. Imaginez si un vêtement, au lieu d'être plein de tout petits smocks, bah, vous le distendez, il y a des moments où ça va faire quand même des grands plis, et ça, ce sont les rides. Mm. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, plus dermique. Il y a le côté épidermique aussi. L'épiderme, Et normalement, juste il est au-dessus, c'est la surface qui est juste donc au-dessus. c'est la surface. Normalement, ça une surface qui est assez régulière et en fait, avec le temps, l'épiderme, il a tendance à s'affiner par endroits et à Mm. s'épaissir à d'autres endroits. Et finalement, c'est ça qui fait que la peau elle devient très fine et très fragile à certains endroits du visage et à d'autres endroits, par exemple, je pense au niveau de la nuque, ça se Mm. voit bien. Ça s'épaissit. Euh, voilà, l'épiderme il s'épaissit, on voit des rides qui sont très profondes, on parle de Mm. nuque rhomboïdale, là c'est comme des trapèzes en fait au niveau de la nuque. Donc voilà, l'épiderme, finalement, il a une épaisseur qui est un peu plus variable. Donc ça, c'est un peu gênant aussi. Et Mm. puis, on a deux autres problèmes. Ça va être les taches. Mm. Les taches au niveau du visage, parce que les mélanocytes, les cellules qui fabriquent la mélanine, diminuent en nombre avec les années. Mm. On perd environ 10% de mélanocytes tous les 10 ans. D'accord. Mais ces mélanocytes qui restent, à force d'être stimulés par les UV quotidiens, mais ils vont fabriquer beaucoup de mélanine qui va rester à certains endroits de la peau, et puis moins à d'autres endroits, et on se trouve avec donc d'une part des taches hyper pigmentées, Mm. comme on voit souvent au niveau du visage, au niveau du dos des mains Le aussi des mains, beaucoup. ouais, c'est un grand classique. Voilà. Voilà, le grand classique, le décolleté un Mm. peu aussi. Et il y a aussi des taches hypopigmentées, ça les gens s'en rendent un peu moins compte. C'est ce qu'on appelle l'hypomélanose en gouttes et ça fait des petites taches blanches, Mm. rondes, beaucoup au niveau des membres. Les faces Ouais. antérieures des jambes chez les femmes, c'est assez typique. Mm. On peut avoir ce mélange taches brunes, taches blanches au niveau du crâne aussi chez les hommes qui sont devenus chauves assez jeunes. Leur cuir chevelu, enfin leur scalp, on va dire, a reçu Mm. tellement d'UV que les mélanocytes sont très très abîmés, avec à la fois des taches blanches et des taches brunes. Ouais. Et Donc ça, il y a, c'est un processus qui est naturel et qui commence à apparaître, tu penses, à partir de quel âge? À partir de quel âge est-ce que tu ça vois? dé- Alors ça va dépendre de facteurs génétiques et de l'exposition au soleil. On a des taches de vieillissement solaire dès l'âge de Mm. 20 ans chez les personnes qui ont une mauvaise génétique et une exposition solaire qui est importante. Mm. Donc le seul moyen vraiment de les éviter, c'est de se protéger des UV un maximum. Ouais. Toi qui vis dans le sud, là, tu fais très attention. Tu as une jolie peau de blonde, donc tu fais J'ai la très, peau claire, moi, en t'as plus, la peau claire. effectivement, donc je Ouais. suis obligée de me protéger efficacement. Et puis, bah, c'est du SPF 50. Voilà. Il faut y penser à la protection solaire dans toutes les situations, en fait, du quotidien, parce que souvent, Mm. les gens nous disent en consultation, mais docteur, je comprends pas pourquoi j'ai des taches, je m'expose jamais au Ouais. soleil. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ils ont effectivement des taches, des cancers de la peau, ils arrivent avec un coup de soleil. Alors, je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de mystère. La peau, c'est pas magique, hein. Donc, s'il y a des taches, c'est qu'il y a eu de l'exposition. Ouais. Ah, et puis je leur dis, bah là, ce coup de soleil, vous l'avez pris comment? Ah oui, mais ça, c'était en jardinant. Bah voilà, Alors, voilà. Tout simplement. c'est Il y a ça. pas de- il y Ah non, mais je suis pas allée à la plage, mais c'est le même soleil qu'on aille à la plage ou dans le jardin ou quand on déjeune ou n'importe. ah ouais. Et c'est pas encore complètement rentré dans les mentalités, hein. Il y a des pays où c'est le cas, quand tu vois en Australie par exemple, où ils En font Australie, bien sûr. très attention, mais c'est vrai qu'en France, on a un vrai retard là-dessus. Je pense qu'à notre génération, ça commence à être rentré dans les mœurs. Mais c'est vrai que la génération de nos parents, Oui. c'est encore compliqué. En fait, la génération de nos parents a entendu un peu, faut protéger les enfants du soleil.
Mm. Il y a c'est passé un peu dans l'inconscient collectif. On protège les enfants, on leur met de la crème, on leur met un t-shirt en lycra pour se baigner, par exemple. Mais par contre, mettre un t-shirt en lycra pour un adulte, ça leur paraît complètement fou, quoi. Ouais. Ouais. Il y a une patiente qui m'avait dit, quand je lui avais dit, bah, ce serait bien quand vous avez des activités de baignade prolongées, etc., de mettre un t-shirt en lycra. Elle m'avait répondu, mais comment je vais faire pour bronzer sur le bateau si je reste en t-shirt? Ouais. Ah, effectivement, je crois qu'on s'est pas compris. En fait. Tu vois, lundi, moi je fais de la chirurgie du visage et je m'occupe pas mal de cancers de la peau. Je fais des carcinomes basocellulaires, ces petits cancers qui arrivent de la membrane basale dont tu parlais tout à l'heure, qui sont des cancers bénins liés à l'exposition solaire. Et j'ai opéré une dame qui avait 80 ans et qui avait un gros carcinome sur le front. Et elle me dit, et elle était bourrée de lésions. Une peau dramatique avec des kératoses absolument partout. Enfin, vraiment, le cauchemar du dermatologue. Exactement, Et, j'allais dire. et cauchemar. Et elle me dit, j'ai eu une vie formidable. C'était une dame qui avait beaucoup de sous. Elle a voyagé, elle a traversé l'Amazonie en bateau. Ils avaient un voilier avec son mari. Ils ont traversé le monde entier à la voile. Elle mettait de la graisse, de l'huile avec du citron pour bronzer, avec les feuilles en aluminium. Ah non, Et, non, la totale, quoi, la la totale, totale. la totale. Et son mari, malheureusement, est décédé. Elle disait, mais il était chauve, justement, et donc il a eu des lésions sur tout le cuir chevelu. Il a été quasiment scalpé sur la dernière année de sa vie. Euh, et c'est vraiment dommage. C'est une femme euh, qui a, bon, bien sûr, elle a eu une vie formidable. Elle a profité, elle a fait des choses extraordinaires. Et en même temps, elle va terminer les dernières années de sa vie comme son mari, avec une Dans peau des mauvaises dans des conditions. mauvaises conditions parce qu'elle n'a pas protégé sa Mhm. peau. Et Alors qu'elle aurait pu profiter autant de la vie oui, sans se mettre du papier alu devant le visage pour bronzer voilà. encore plus, quoi. Voilà. Donc, à Mm. notre génération et pour nos enfants, faut vraiment protéger ça. Tout Euh, à fait. donc ça, c'est bien sûr, tu as le vieillissement de la peau comme ça. Mm. Et moi, je vois aussi tout un autre type de vieillissement qui arrive qui est le vieillissement plus profond, si tu veux, qui est donc tu as quand le visage vieillit, schématiquement, il y a trois choses. Tu as la peau qui s'altère, tu as les volumes graisseux qui disparaissent. Enfin, on perd des compartiments graisseux qui se fondent à certains endroits, notamment dans la région des tempes, dans la région des pommettes, dans Mm. toute la région périorbitaire. Donc, pour expliquer aux gens qui nous suivent, effectivement, cette zone-là, elle Mm. a tendance à se creuser Mm. avec le temps, et ça fait un visage un peu plus osseux, en fait. Oui, c'est ça, on se squelettise. Homo sapiens, il est vraiment programmé pour se squelettiser. C'est bête à dire, mais c'est vraiment comme ça, surtout chez les Caucasiens, peut-être un petit peu moins dans d'autres ethnies. Les Asiatiques, les Africains ont tendance effectivement à se creuser un petit peu moins. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils paraissent plus jeunes, plus longtemps. Oui, tout à fait. Mm, mm. Les gens qui sont en surpoids font plus jeunes parce qu'ils se creusent, voilà, ils ont plus de graisse. Mais un Caucasien mince, globalement, à partir de la trentaine, il commence à se creuser, surtout dans la région périorbitaire. On a des cernes qui apparaissent. Alors ça, pour les mamans, c'est assez classique parce que ça arrive généralement au moment où elles ont des premiers bébés. Et donc elles disent que c'est parce qu'elles dorment pas et que que ça ira mieux quand le bébé sera plus grand. Il y a un peu ça aussi parce que l'influence hormonale Mm. euh, des oestrogènes et de la progestérone fait aussi que au moment de la grossesse, bah, finalement, il y a tous ces facteurs de croissance qui font plutôt qu'on a une belle peau, des beaux cheveux, etc. Mm. Et le sevrage du postpartum est un peu brutal Bien sûr. et donne encore plus un aspect fatigué Oui, et et tout, en plus cette de la perte, fatigue. ça Mm, accélère cette perte de volume graisseux. mm, mm, Et donc, tu as la perte de volume graisseux, donc l'altération de la peau, la perte des volumes, où vraiment on sait maintenant qu'il y a des compartiments graisseux dans le visage. Ça a été très bien décrit il y a une quinzaine d'années maintenant, les différents compartiments graisseux du visage, et on sait qu'ils ont tendance à fondre à des vitesses différentes. Et puis après, tu as le glissement des tissus sur des plans de glissement qui sont à la fois liés à la gravité et puis à l'étirement des ligaments suspenseurs et puis aux mm. multiples contractions qu'on fait tout au long de notre vie. La Il y a une dynamique de notre dynamique visage. et ça tire sur les trucs et la joue tombe. Euh,
En parlant de la joue, il y a un compartiment graisseux là qui est assez connu, là qui Bichat. s'appelle les boules de Bichat. Mm. Et puis il y a des personnes qui se font enlever la Mm. graisse au niveau des boules de Bichat quand ils sont jeunes parce qu'ils ont les joues un petit peu trop, l'aspect un peu trop poupon du visage. Mais justement, les personnes qui se font enlever les boules de Bichat quand elles sont jeunes, Mm. est-ce que elles ont tendance à avoir un visage, un vieillissement du visage un peu accentué par Bah, la suite, vu c'est qu'elles ont plus. c'est un risque, oui, effectivement, et il faut faire attention quand tu fais cette opération parce que normalement, la boule de Bichat a tendance à fondre avec l'âge. Hmm, Souvent, on la perd aux alentours de la vingtaine. C'est pour ça qu'on dit que tu passes d'un visage d'ado à un visage d'adulte. Euh, et, et, euh, et puis, cette fonte de la boule de Bichat, elle a tendance à s'accentuer avec les années. Et ça donne effectivement une joue creusée un peu mince. Alors, il y a des gens qui ont pas du tout de boule de Bichat. C'est très joli quand tu regardes les top modèles. Elles ont souvent une oui, très grosse pommette et c'est une boule très creusé une là. toute Hmm, petite boule de Bichat. hmm. Et puis, il y a des gens qui ont la malchance d'être programmés pour avoir des joues effectivement très rondes et ça leur donne un air poupin. Si on enlève la boule de Bichat, bon, il faut bien peser l'indication. Il faut expliquer Hmm. qu'effectivement, parfois, une fille de 20 ans qui a une boule de Bichat normale, eh ben, il faut mieux qu'elle attende parce qu'elle va spontanément disparaître. Tout à fait, d'accord, Voilà. oui. Et après, chez des gens qui ont malheureusement des joues très gonflées, il faut les enlever, mais il faut être assez conservateur. Il ne faut pas l'enlever en totalité. Il faut laisser une partie de la boule de Bichat. C'est intéressant parce que je pense que c'est une demande assez actuelle, Hum, à la mode, on va dire, hum. comme demande esthétique. L'autre question qu'on voulait aborder ensemble, c'est finalement, oui, à qui s'adresser pour faire quoi? Parce que des procédures esthétiques du visage, il y en a Ouais. des tonnes. Donc, déjà, comment compenser le vieillissement du visage et puis finalement, à qui s'adresser? Alors, comment compenser le vieillissement du visage? Ben, ça va dépendre finalement du problème qu'on trouve principal Hum, sur son visage. Il y a certaines personnes, ça va être les rides. Il y en a d'autres, ça va être les taches. Il y en a d'autres, ça va être, j'en ai pas parlé, mais les télangiectasies, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui se dilatent. hum. Donc, ça peut former de la coupe rose. Donc, ça peut former de l'érythrosis coli, donc un côté un peu Rouge. rouge-brun Hum, au niveau du cou. Donc, selon finalement la priorité, on va dire esthétique, on peut s'orienter vers différentes techniques. On peut pas tout refaire en même temps, hein, c'est hum. pas possible, sinon on ampute la tête. Ouais. Et il faut un peu choisir. Hum, Euh, pour le côté injection, il y a la toxine botulique qui existe hum, ou l'acide hyaluronique. Les hum. gens confondent souvent un peu les deux. La toxine botulique, c'est un produit qui va diminuer l'activité des muscles dans Hum, lesquels on l'injecte. C'est principalement sa meilleure indication, ça va être le haut du visage, hum. donc les yeux et le front. Parce qu'en fait, quand le temps passe, on a Hum. tendance à avoir les sourcils qui froncent un peu en permanence et puis les yeux qui plissent comme ça. Ouais. Je mime. Ça, c'est les La enfants, toxine, parce que c'est les enfants, et donc tu te comportes bien, voilà, et je ne peux rien, donc je plisse les yeux. Voilà. c'est ça, oui, parce que il y a le vieillissement du visage, il y a le vieillissement des yeux aussi, et donc on y voit moins bien, donc on plisse les yeux aussi. Hum, Et puis il y a comment dire, la perte de tonicité de la paupière en ouais, elle-même qui peut aussi diminuer un peu l'ouverture des yeux. hum, Donc la toxine botulique injectée au niveau de la glabelle, après des sourcils et au niveau du front, au niveau de la patte d'oie, hum. elle va permettre de relâcher cette action musculaire permanente. Le but étant de d'ouvrir un peu, je mime comme ça, Regarde, ouais. d'ouvrir un peu le regard, de diminuer cette contraction permanente au niveau du front, Et ça peut donc tout à fait diminuer. être fait sans figer un visage. Les gens en ont souvent peur, hein, de la toxine, ils pensent que c'est toxique. C'est pas du tout Ça peut- toxique. Non, et puis c'est un produit qui est résorbable. Donc, Ouais. 6 mois, 1 an après, il n'y a plus de produit. On a Hum, retrouvé exactement hum, la même fonction musculaire qu'avant. Donc ça, c'est pour la toxine. Donc, entendre des lèvres botoxées, par exemple, ça, c'est quelqu'un qui a rien compris. On ne met pas de botox dans les lèvres. À la rigueur, on peut en mettre pour le sourire gingival ou ouais. quoi, mais c'est des indications qui sont vraiment précises. L'acide hyaluronique, c'est un produit au contraire qui est comme une gelée, qui a un certain volume Hum, et qui va donc être un produit de comblement qu'on va injecter, on va dire, plutôt sur la partie basse du visage. L'indication la plus fréquente, ça va être les sillons nasogéniens, donc les rides qu'on a ici. Euh, on y associe souvent des injections un petit peu au niveau des lèvres, au niveau des plis d'amertume.
voilà, c'est un peu l'indication phare. On peut mettre de l'acide hyaluronique dans d'autres produits de comblement dans d'autres parties du visage. Pour Mm, les gens qui veulent faire des pommettes un petit peu plus saillantes, c'est possible d'en mettre mm. à ce niveau-là aussi. C'est possible d'en mettre au niveau de C'est une très bonne l'orbite. indication, tu sais. Mm. C'est une super indication de l'acide hyaluronique, justement, Les pommettes, les pommettes, parce que justement, comme tu as cette perte de volume physiologique, à partir de la trentaine, on perd du volume. Et donc, tu peux justement, c'est très physiologique de compenser cette perte de volume par de l'acide hyaluronique, mm, qui est tout à un fait. très bon filler. Et c'est justement, ça va éviter les cernes, les poches et tout le relâchement de la pommette. C'est le premier mécanisme pour maintenir la statique de la pommette. C'est vrai que c'est quelque chose que les patients nous demandent peu. Ils nous Mhm. demandent peu de mettre du volume au niveau de la pommette. Et il faut savoir, en tant que praticien, leur proposer d'associer ça parce qu'on se rend compte qu'au niveau de leur visage, anatomiquement, ça va apporter un plus. Mhm. Plutôt que de mettre tout au niveau de la bouche, par exemple. Bien sûr, ça va pas être le même produit qu'on met au niveau des Oui. pommettes et au niveau de la bouche. C'est pas la même texture, on va dire, de Mhm. produit. Mais il vaut mieux en mettre un peu sur plusieurs localisations Tout à fait. que mettre plusieurs millilitres à un endroit. Un des gros soucis que je vois l'analyse qu'ont les gens de leur visage, c'est qu'on est tous soumis à des biais cognitifs. On a beaucoup de mal à s'analyser. Hein, C'est vrai. et les patients viennent fréquemment en étant gênés par leur sillon nasogénien et ils pensent qu'ils ont l'air fatigués à cause de leur sillon nasogénien. Et Alors qu'en fait, il y a des poches au-dessus ou il y a voilà, d'autres soucis. exactement, les commissures qui tombent, le sourcil qui tombe. Et je passe beaucoup de temps à analyser le visage avec eux. On prend des photos, on regarde les photos. On a toute une consultation qui est construite pour pouvoir ouvrir le dialogue sans. Parce que si tu dis à quelqu'un, non mais madame, vous avez l'air fatiguée à cause de vos poches, ça sert à rien que je vous emplisse le sillon, Au revoir. elle part et elle te dit au revoir et elle a raison parce que c'est pas. C'est Non, il faut vraiment discuter. C'est une consultation qui est assez longue, la Ouais. consultation d'esthétique Ah, moi, je passe 45 minutes pour la première avant consultation. des injections. Ouais. Et d'essayer vraiment de comprendre ce que veut ma patiente, et qu'elle-même, elle comprenne pourquoi. Au fond, l'émotion qu'elle veut, c'est ne plus avoir l'air fatigué ou ne plus avoir l'air fâché ou sévère ou relâché. Et que elle pensait qu'il fallait traiter le sillon pour avoir l'air tout ça et pour traiter ça. Et on va établir un plan de traitement qui est peut-être un petit peu plus large, mais qui va finalement va traiter l'émotion qui la gêne, Mm, mm. la sévérité. Et je pense que beaucoup d'erreurs en esthétique sont faites parce que les praticiens ne font que traiter la demande du patient, alors qu'au fond, la demande, souvent, malheureusement, elle est erronée. Mm, Parce qu'on mm. s'auto-diagnostique mal. Il y a ça, il y a ce regard en fait sur soi-même qui peut être focalisé sur un détail. Les gens Mm. viennent parfois me voir en me disant j'ai une tâche là, enlevez-la, et puis en fait on l'enlève, on se rend compte que la personne s'accepte pas mieux sans sa tâche en Oui, fait. oui, Ça change rien. ça change pas grand-chose. Donc, moi, je préfère de loin faire effectivement plusieurs points d'acide hyaluronique à différents endroits que de faire que de remplir Je juste. peux te faire que les lèvres. Ouais. Après ça dépend de l'âge des personnes aussi, ça dépend Mais les lèvres, tu de vois, l'ensemble du les visage. lèvres, c'est très intéressant parce que souvent la demande qui sous-tend les lèvres, c'est je veux être plus féminine. D'accord. Et quand tu cherches l'émotion qui est derrière les lèvres, et donc si tu demandes, et donc beaucoup de gens assimilent, j'ai des plus grosses lèvres, donc j'ai l'air plus féminine Plus et sensuel. plus sensuelle. Et en fait, et donc alors après, eh bien, si la sensualité, elle passe d'un visage, elle passe pas que par les lèvres, elle passe aussi Le, justement par le dans le regard, regard, elle passe par la la forme du forme du regard. sourcil, un sourcil qui va être trop horizontal, comme un sourcil plus masculin, va Hmm. donner un ensemble de visage qui va être plus masculin. Si les masséter sont très marqués Hmm. aussi, Donc, donc adoucir, c'est un effectivement, ensemble. adoucir un Mm. visage, c'est une façon d'avoir l'air plus féminine. Mm, mm. Et ça, ouais, cette consultation d'esthétique, elle est très psychologique au fond. Euh, C'est vrai. voilà.
J'ai vu passer une question intéressante dans les Hmm. commentaires. Peut-on faire des massages après avoir fait des injections? Alors, dans les jours qui suivent les injections, il vaut mieux éviter, Hmm. parce qu'il vaut mieux éviter que le produit diffuse. Il vient d'être posé, ce serait dommage que le produit diffuse sur des zones où on ne souhaite pas. Pour la toxine botulique, il faut éviter justement d'aller au spa, par exemple, et d'avoir la tête coincée là dans le rond du spa, parce que ça va appuyer pile sur les zones où on a injecté et ça risque de faire diffuser un petit peu le produit. Ouais, Le risque de la diffusion de la toxine botulique, si elle se diffuse au niveau des muscles et la paupière. péri-oculaires, c'est d'avoir Un ptosis. soit un ptosis, donc une petite chute de la paupière comme ça, donc qui fait une asymétrie des fentes palpébrales qui est pas très esthétique, mais bon, C'est c'est réversible. pas très grave, c'est Et on réversible peut mettre en tu peux mettre 6 un mois. collyre pour stimuler le muscle de Muller qui est en. Oui, ça peut aider, mais bon, c'est vrai que les gens veulent initialement être mieux après. Oui, c'est pour ça que on n'a pas le droit à l'erreur dans ce métier. C'est vrai, on a beaucoup moins droit à l'erreur en Hmm. esthétique que dans le médical, parce que dans le médical, dans la santé, les gens arrivent avec un problème. Dans tous les cas, on va essayer de les améliorer, mais en esthétique, les gens, ils sont en bonne santé. Hmm. Donc, la devise primum non nocere, c'est-à-dire en premier ne pas nuire, Bien elle sûr. est vraiment prépondérante, quoi. Hmm. Donc, c'est vrai que quand les gens me demandent souvent en commentaire, est-ce que telle technique, c'est bien pour la peau? Moi, je me pose toujours la question en premier, en fait, est-ce que c'est dangereux? Avant de se demander si un Ouais. truc peut être efficace, est-ce que c'est dangereux? Parce La que sinon, sécurité, bon, c'est majeur. Alors, en plus, en esthétique, tu as une telle effloraison de propositions de traitement. Je veux dire, pour toi et moi, c'est même compliqué de suivre. J'ai régulièrement oui, des gens qui me complètement. disent, est-ce que vous connaissez tel nouveau traitement? Non, je n'ai pas entendu parler. C'est vrai. Tu vois, moi, je vais dans plein de congrès internationaux. Bon, là, en ce moment, on voyage pas, mais bon, je suis abonné à toutes les revues scientifiques de ma spécialité. Je vais dans des congrès, je donne des cours. Et donc, je suis au courant des techniques où il y a des études scientifiques. Mais tu Exactement. as plein de techniques où il n'y a aucune étude et où tu as un marketing féroce, notamment sur les réseaux sociaux, et où les gens se laissent complètement embobiner. Complètement. Le truc à la mode, par exemple, en dermatologie actuellement, c'est le rasage du visage. Ah ouais? Ouais. Ah oui, j'ai vu C'est-à-dire des trucs dessus. J'ai vu des trucs dessus ouais, pour enlever les petits. Voilà. prendre une lame de scalpel Hmm. et raser en fait le duvet du visage. Alors, ce serait soi-disant révolutionnaire parce que ça enlève les taches, ça enlève l'acné, ça enlève les rides. Revenons aux bases. Hmm. Depuis quand enlever un poil de duvet peut radicalement changer la structure de la peau? Ça changera rien du tout. Hmm. Par contre, ce que ça fera, c'est que ça fera des boutons, parce Hmm. que quand on rase une zone, c'est pas un scoop, on a des poils incarnés après. Bah oui. Donc voilà. Donc si vous avez de l'acné, ce type de rasage du visage, alors qu'il peut avoir plein de noms différents anglophones, ça va plutôt favoriser vos imperfections. Hmm. Alors oui, bien sûr, les cosmétiques pénètrent mieux sur une peau qui a été irritée par du rasage. Est-ce que c'est une bonne... Parce que les gens disent, ah oui, les actifs anti-âge vont mieux pénétrer et tout. Les produits cosmétiques, il y a quand même beaucoup de conservateurs dedans. Est-ce que c'est une bonne chose de les mettre sur une peau irritée? C'est discutable. Voilà. Donc Ouais. ça Tu fait as d'autres partie de ce méthodes. T'as type de... d'autres méthodes qui sont plus validées pour faire pénétrer des actifs si tu as besoin de le faire. Euh, Bah, on peut le faire en mésothérapie, on peut... Voilà, par exemple. Mais au quotidien, se raser le visage, est-ce que c'est une bonne chose pour l'esthétique? Ça va pas être révolutionnaire, réellement. non, je crois pas non plus. Non. Euh, Désolée. Et oui, c'est toute la difficulté pour les gens de faire le tri. C'est un peu notre rôle aussi de faire le tri entre les choses qui marchent. Tu vois, par exemple, pour les liftings, il y a il y a plein de noms de lifting. Chaque chirurgien a son nom de lift quasiment. Euh, Deep, plane, oui, micro, voilà. Alors moi, donc, lifting. voilà. Donc, moi, par exemple, je fais un deep plane. Bon, mais ça représente c'est une technique qui est reconnue parmi nos confrères. On sait ce que ça représente un geste technique bien particulier, mais tu en as plein et tu en as beaucoup qui sont des bonnes techniques. Et puis après, tu as des noms qui sont des noms marketing. Et c'est très compliqué pour les gens, encore une fois, de s'y retrouver et de choisir finalement la technique qu'il faut pour eux. Je suis pas sûr d'ailleurs que choisir la technique Non, qu'il faut pour eux soit une bonne idée. non, il faut choisir son chirurgien. Pour un Hmm. lifting, il faut choisir son chirurgien, avoir un bon contact avec. Hmm. Bon, voilà, s'être rassuré que c'est un chirurgien diplômé, inscrit à l'ordre et Oui, qui opère pas dans son garage. oui, c'est le Ouais. minimum.
ce genre de choses. Mais avoir un bon contact en consultation, c'est important parce que ben, s'il y a un problème, Mm. il faudra le revoir en consultation Oui. et gérer ça avec lui. Et oui, Donc si c'est, la médecine, malheureusement, parfois, ça se passe pas exactement comme on le souhaite. il y a Et les aléas. il y a des aléas et tu as de temps en temps la route est un petit peu plus compliquée, un peu plus chaotique que tu le voudrais. Et un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui va savoir accompagner son patient, toujours avoir un plan B, un plan C, euh, et, C'est ça. et puis surtout, ne surtout pas fermer son téléphone, ne pas répondre, partir. C'est le. Non, parce que c'est source d'inquiétude pour les patients, parce que c'est normal qu'il y a souvent des réactions inflammatoires un peu imprévues, etc. Et finalement, rien que de les avoir au téléphone ou de les revoir en consultation pour pouvoir leur dire, ah, mais ça c'est normal. Normal, Ça, rassurez-vous, bien sûr, ça va voilà. rentrer dans l'ordre. Je vous l'avais expliqué dans les consultations préalables, mais peut-être que vous l'aviez pas imaginé comme ça. Mm. Mais ça, c'est normal. Et puis voilà, en quelques semaines, par exemple, ça va s'améliorer. On peut faire ça en attendant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être accompagnées, comme tu dis. Ouais. D'ailleurs, ça me fait. Je pense que moi aussi, je passe beaucoup de temps à expliquer aux gens comment ça va se passer et tout ça. Je pense que je vais faire comme toi, je vais faire quelques vidéos d'informations là-dessus et sur lesquelles les gens pourront se retourner parce qu'on sait qu'il y avait des études qui disaient que les patients retenaient à peu près 10% de ce qu'on leur disait en consultation. C'est ça. Bah, c'est normal. En consultation, on est C'est stressé, stressé. on retient pas Mm. tout. Mm. Donc moi, j'ai fait certaines vidéos en me disant, finalement, ce que vous voyez là au cours de la consultation, je sais que ça va vous passer au-dessus. Vous Mm. pourrez le revoir tranquillement à la maison. Tout sera réexpliqué. Vous pourrez le regarder seul avec votre famille, etc. Oui, c'est bien ça. Euh, donc c'est valable pour l'esthétique aussi. Là, j'ai fait une vidéo sur le laser épilatoire. Les patients qui l'ont vu avant de venir pour la première consultation, je sais qu'ils sont déjà au top briefés. Et donc ça fait gagner du temps. Oui, moi, je suis convaincu qu'un patient informé, c'est un patient qui va avoir un traitement qui va se passer infiniment mieux. J'ai Tout opéré à il y a fait. quelque temps une femme formidable qui est venue d'une ville en Europe et qui avait préparé son opération depuis un an. Elle savait qu'elle voulait se faire opérer. Elle a fait son benchmark, elle s'est éduquée, elle a appris, elle s'est renseignée sur les différentes techniques, sur les différents chirurgiens. Et elle est venue, elle était informée, prête, et elle a surfé à travers son opération. Vraiment. Mais oui, Et parce que l'information, finalement, c'est fondamental. l'information médicale, ça, autrefois, on le voyait un peu avec un œil négatif en disant, les patients, ils arrivent avec des diagnostics faits sur Internet et tout. Je Mm. pense que maintenant, il y a suffisamment de supports qui peuvent être de qualité pour que les patients arrivent bien informés. Mm. Voilà, moi, je prends l'exemple pour le laser épilatoire. S'ils ont compris qu'il fallait ne pas être bronzé, ne pas s'exposer au soleil, c'est beaucoup mieux Mm. que de les voir arriver tout bronzés et puis dire, après, moi, j'adapte mes Oui, bien paramètres, sûr. mais c'est dommage. Est-ce qu'on essaie de répondre à quelques questions que tu as vues passer? Oui, volontiers, parce qu'on a tellement discuté que je sais plus dans Il nous reste une où vingtaine on de en était. minutes. Est-ce que boire beaucoup d'eau a vraiment une incidence sur le vieillissement de la peau? Il faut boire suffisamment d'eau pour Mm. le corps en général, mais boire de l'eau n'est pas un actif anti-vieillissement. Boire de l'eau, c'est indispensable pour la santé en général, la Mm. santé de vos reins, la santé de votre foie et tout. Donc, on conseille de boire en général 1,5 litre par jour. La Mm. plupart des gens boivent moins, en Bien fait. sûr. D'ailleurs, tu me fais Euh, penser tu me fais penser à. allez. Donc, donc j'encourage toutes les personnes qui regardent ce live à Buvons un verre boire d'eau. un petit peu Voilà. d'eau. Mm. Ça fait du bien, Ouais. mais c'est pas un actif anti-âge. Euh, le... C'est important pour le fonctionnement de toutes les structures cellulaires. À l'inverse, il y a une maladie, la potomanie, tu sais, Mm. les gens qui boivent 5, 7 litres d'eau par jour et qui Ouais, sont jusqu'à malades, 20 hein. litres. Et qui se niquent les reins et tout ça. Voilà. C'est comme tout, il y a un juste équilibre à trouver. Mm, mm. Est-ce que Alors, le je vois le fibroblast a une incidence sur le vieillissement de la peau? bien sûr, le Oui. fibroblast, donc ce sont les cellules majoritaires du derme. Mm. Ce sont les cellules qui fabriquent le collagène, les fibres élastiques, etc. Donc oui, le fibroblast est la cellule du derme, Mm. on va dire. Donc bien sûr, son vieillissement va conduire à la fabrication de collagène et d'élastine de moins bonne qualité.
en même temps que le collagène qui est déjà présent dans le tissu extracellulaire se dégrade avec les UV, les radicaux libres, etc. Bah, il y a du collagène qui est fourni aussi en permanence. Et si le fibroblast, bah, il est fatigué, il est vieux, parce que bah, il a reçu des UV qui lui ont cassé l'ADN, parce qu'il a reçu des radicaux libres qui lui ont abîmé son protéasome, enfin voilà, d'autres structures cellulaires. Bah, résultat, il peut plus fabriquer du collagène de bonne qualité. Donc ça vieillit. Ouais. Et pour l'instant, on manque encore de traitements qui sachent rajeunir un fibroblast. C'est ça. Ça viendra. Hein. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, il y a une question sur les sur les rétinoïdes. Euh, Mhm. Et alors, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Les rétinoïdes sont des bons actifs anti-âge, et c'est vrai que le rétinol, par exemple, est très à la mode. C'est rigolo parce que le rétinol, on le voyait déjà dans les crèmes Yves Rocher il y a 20 ans. Mhm. Donc, c'est vraiment pas une Les nouveauté. Américains sont des gros Euh, consommateurs de rétinol. Tu as... Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu moins en France, on utilise plutôt les acides de fruits, l'acide glycolique, Mhm. etc. Parce que le côté un peu photosensibilisant du rétinol fait peur, mais utilisé correctement dans un usage quotidien, il n'y a pas de souci. Le Mhm. rétinol, c'est un dérivé de la vitamine A, donc comme les autres rétinoïdes. Au niveau de l'épiderme, il a surtout un rôle, on va dire, différenciant. C'est-à-dire qu'il va éviter que l'épiderme fasse n'importe quoi. Mhm. Parce qu'avec le temps, comme je disais, il s'affine par endroits, il s'épaissit à d'autres endroits. Donc, on se trouve avec un épiderme qui a une épaisseur qui est irrégulière. Mhm. Et avec le rétinol, on va obtenir d'abord une légère desquamation, puisque l'épiderme, aux endroits où il était trop épais, eh bien, les cellules, elles vont se détacher. Et puis, finalement, on va permettre que l'épiderme soit plus fin et plus uniforme partout. C'est comme ça qu'on obtient comme un effet de peeling en fait, hein, Mhm. comme un peeling léger. On fait pas de peeling avec des rétinoïdes, on fait plutôt avec des acides de fruits ou d'autres acides là comme le TCA. Mais finalement, le rétinol au quotidien, c'est comme un peeling léger en permanence. D'accord. Il y avait une question d'une dame qui demandait quelle était la différence entre les fillers et les acides hyaluroniques. Alors, je vais répondre Question à pour ça. toi, ça. Voilà, c'est une question pour moi. Donc, les acides hyaluroniques sont un filler. Donc, comme je disais, on a dans le vieillissement, il se passe trois choses. La peau s'altère, on perd des volumes du visage et nos tissus se détendent et tombent. La peau, ça c'est toi qui traites ça. Les crèmes, les acides, les principes actifs, les lasers. La perte de volume, c'est les dermatologues et les chirurgiens ont rempli cette perte de volume. Ça peut être fait avec des fillers, quelque chose qui est rempli en anglais. Et donc il y a les acides hyaluroniques, il y a d'autres types de fillers. Avant il y avait le collagène, il y a des fillers qui sont à résorption beaucoup plus permanente. Moi, je préfère de loin les acides hyaluroniques comme filler parce qu'on sait que c'est un très bon profil de sécurité par Mm. rapport à d'autres produits de remplissage, notamment tous ceux qu'on avait il y a une vingtaine d'années qui étaient très Non résorbable. non résorbables et où il y avait les complications étaient beaucoup plus fréquentes. Donc on aime bien. Donc on peut dire que de nos jours, le non résorbable ne se fait plus. Ah, Les injections de silicone, même les injections mm, de collagène ne se font plus mm, parce que ça produit des sortes de granulomes, donc des réactions inflammatoires avec le temps qui peuvent aller jusqu'à l'éjection oui, du filler par la peau. C'est mm, catastrophique, ça fait une sorte de plaie. mm. Euh, donc ce qui existe aussi, c'est le lipofilling, Voilà, les injections de c'est-à-dire graisse. Donc ça, c'est un filler d'injecter naturel. de la graisse de la personne, Ouais. la travailler un petit peu Ouais, on la et centrifuge la et on isole réinjecter. les adipocytes. Mm, mm. Et La tu peux réinjecter dans l'injecter. Et des tu as même, endroits. on dit même j'utilise trois types de graisse. Tu as une graisse qu'on appelle la macrophage, qui est une graisse vraiment peu travaillée et que tu injectes très en profondeur, de la micrograisse que tu vas injecter un peu plus superficiellement. Et on a même une autre façon de travailler la graisse qui s'appelle de la nanofat, où on va en fait enlever les adipocytes et ne conserver que la fraction vasculaire stromale. Ah, Et donc ça va pas avoir comme objectif de remplir, ça va avoir comme objectif de stimuler la synthèse de collagène et de bah oui, ça remet finalement les cellules de la matrice extracellulaire, en voilà. fait, justement des fibroblastes et tout ça. Donc ça s'appelle de la nanofat. C'est les dernières D'accord. évolutions. Et donc quand je fais une opération sur le visage, souvent je fais tous ces traitements en même temps. Maintenant, les gens me demandent souvent, bah, j'ai 30 ans, je commence à me creuser, je veux pas faire de l'acide hyaluronique parce qu'il va falloir que je le fasse tous les ans ou tous les 2 ans et que ça va coûter Oui. très cher. Et je voudrais le faire une fois pour toutes avec de la graisse.
j'ai tendance à. Alors, j'ai des collègues qui font ça. Moi, personnellement, dans mon expérience, je préfère ne pas faire ça parce que d'abord, on est moins précis avec les injections de graisse qu'avec les acides hyaluroniques parce qu'il faut comprendre que on injecte ça chez les patients allongés. Techniquement, c'est moins précis que l'acide hyaluronique. On peut vraiment sculpter un visage. Et ensuite, cette graisse, elle va évoluer tout au long de votre vie selon vos variations de poids. Or, Ah, statistiquement, c'est intéressant ça ouais, aussi. statistiquement, quand tu as 30 ans, il y a malheureusement de fortes chances qu'à 50 ans, tu aies quelques kilos de plus. J'ai pris du poids, bien sûr. Voilà. Et on a vu malheureusement, donc les injections de graisse, ça a commencé au milieu des années 90. Et ça a été une révolution dans mon métier. Moi, je me souviens très bien, mon père, on a été parti à New York, j'avais une quinzaine d'années, j'avais été voir le Sidney Coleman, l'inventeur de ces trucs-là. Et donc, il y a eu énormément de patientes qui ont été injectées avec de la graisse au début des années 2000. Et on a vu quelques patientes qui, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, se retrouvaient malheureusement avec des joues beaucoup trop grosses parce que la graisse avait grossi, c'est la graisse de leur ventre, de leurs fesses. Donc, je réserve la graisse chez des femmes, généralement après la ménopause, à poids stable. Parce que là, Et c'est oui. vraiment une très bonne indication. Tu vois, en complément d'un lifting, par exemple. Et puis c'est plus facile sur un visage déjà bien creusé Mm. de localiser où est-ce qu'on doit Voilà. positionner cette graisse que sur un visage jeune qui va subir toute l'évolution de la vie encore après. Oui. Donc, franchement, bon, là, encore une fois, il y a des débats. J'ai des collègues qui sont pas d'accord avec moi et c'est très bien. D'ailleurs, on a une science qui évolue. Mais en tout cas, dans mon expérience, j'ai tendance à être vraiment très prudent et privilégier les acides hyaluroniques chez les gens jeunes. Ça va dépendre de l'anatomie du visage aussi. Quelqu'un Mm. qui a un visage vraiment très Ah oui, creusé bien sûr. Oui, il y a dès des un gens à jeune 25 âge. ans qui ont qui se sont énormément creusés, où là, l'apport de graisse va être formidable. Mm, mm. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Là, on Mm. discute sur Instagram avec des données assez générales, Mm. mais bien sûr, il faut surtout en parler avec votre praticien qui pourra vous conseiller en fonction des techniques qu'il a à sa disposition. On fait pas tous tout non plus, hein. On n'a pas Ouais. la compétence de tout faire. On fait bien ce qu'on fait souvent, Mm. et donc en général, on se spécialise dans deux, trois, quatre techniques, Mm. mais on peut pas tout faire. Moi, je sais que je fais des lasers, par exemple, on n'en a pas parlé. Mm. Les lasers, ça permet de traiter le côté épiderme et derme, mais ça ne va pas du tout changer l'architecture du visage. Quand on parle de perte de l'ovale du visage Mm. et que les personnes viennent me voir au laser, je dis bah non, là ça va pas être le bon outil. On peut essayer de faire un peu de radiofréquence, ça peut aider, ok, mais ça n'a rien à voir avec un lifting. Oui, alors après, tous les gens ne sont pas prêts. Si tu veux, le spectre de l'esthétique, il va Complètement. de la crème au laser, aux machines, aux injectables, et puis après, tu as la chirurgie. Exactement. Donc, tu as tout un spectre de traitements possibles. Moi, je suis plutôt à l'extrême droite, là, voilà. De ce côté-là. Toi, tu es de l'autre côté, enfin au milieu plutôt d'ailleurs. Et puis après, il y a les laboratoires cosmétiques qui proposent des crèmes. Et chacun va faire son chemin dans cette échelle-là et aussi en fonction de son envie. Au niveau de comment est-ce qu'on imagine les suites opératoires aussi, ou enfin les suites d'une intervention. Mm. Il y a des personnes qui, quand je leur parle de laser, qui nécessitent une semaine à la maison sans sortir de chez soi avec la tête pleine de vaseline, elles me disent non, ça c'est trop lourd pour moi, je peux pas, on va rester sur des choses un peu plus légères. Ouais. Donc on s'adapte, hein, pareil pour un lifting. C'est vrai qu'il y a quand même des suites avec bon, des hématomes ou quoi Oui, à ça respecter. la chirurgie, malheureusement, ça nécessite effectivement des suites opératoires. Et quand même, je trouve qu'on vit dans une période qui est assez formidable pour l'esthétique, si tu veux, parce que à l'époque de mon père, tu avais pas d'autres traitements quasiment que la chirurgie. Mm. Et donc, une femme de 40 ans qui arrivait en disant j'ai l'air fatiguée, faites quelque chose, souvent il la renvoyait chez elle en disant revenez me voir dans 10 ans. On attend, Voilà, ouais, on attends. attend. Et bon, alors, et il avait raison d'ailleurs, parce qu'il fallait certainement pas inciter à faire des traitements qui n'étaient pas au bon moment. Mais d'un autre côté, tu avais 10 ans pendant lesquels les femmes se sentaient fatiguées. Et Oui, voilà. Et alors maintenant, on a quand même tellement de possibilités de traitement. C'est assez extraordinaire de vivre dans cette période, tu vois. Et puis de sentir aussi que ça ne va faire que s'améliorer. Euh, que, oui, complètement. Il y avait une question justement dans les commentaires. À quel âge commencer les injections? Alors, Mm. il n'y a pas de réponse à votre question. Ça va dépendre des gens. Il y a des personnes
je sais pas moi, qui depuis leur petite enfance ont une lèvre supérieure qui est très très fine, qui est complexe, eh bien on peut intervenir dessus dès l'âge de Mm. 20 ans par exemple. Et par contre, si c'est pour compenser du vieillissement du visage, eh ben on peut faire ses premières injections à 50 ans, à 60 ans. Il faut que ça corresponde à un complexe en fait. Et le moment où le complexe apparaît dans votre vie, ça on peut pas le deviner. Non, 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 c'est effectivement, il y a souvent un facteur déclenchant hein, au moment où tu as envie de t'occuper de toi. Mm, Euh, mm, pour les femmes jeunes, c'est souvent la grossesse. mm. Et puis après, ça peut être une séparation, un deuil, et, et c'est souvent un moment où les gens se disent j'ai envie de m'occuper de moi. Ce qui d'ailleurs se passe en ce Mm. moment. En ce moment, là, la période du Covid, c'est un moment extraordinaire parce que beaucoup de gens, un moment difficile, mais où beaucoup de gens se disent Mm, je veux m'occuper de moi et on voit une mm, énorme mm. augmentation de la demande d'esthétique. C'est vrai, c'est fou. Bah, les gens sont restés beaucoup chez eux. Et Mhm. puis bah, le miroir est chez eux. Oui. Et puis le téléphone portable aussi. Et donc bon, on a fait des confs en visio, en télétravail. On se voit en fait en permanence. Et c'est vrai qu'on voulait parler de ça aussi. Le regard sur soi-même est en train de changer Mhm. depuis quelques années par l'omniprésence des réseaux sociaux. Alors bon, bah là, on va dire qu'on on apporte notre pierre à l'édifice en faisant encore un live, en étant sur les réseaux sociaux et Mhm. tout. Mais c'est vrai que le selfie est devenu un moyen de communication quasiment. On se prend un selfie avec, voilà, devant son assiette. On se prend un selfie devant un paysage pour Mhm. dire je suis là, etc. Donc le selfie est devenu le standard, on va dire, alors qu'auparavant, on se faisait pas des photos d'identité Non. D'ailleurs, à tous même les coins de les rue, quoi. gens, tu vois, quand je vois des dames pour des femmes qui ont la soixantaine et qui viennent pour un lifting et que je leur demande une photo d'elles jeunes, souvent elles n'en ont pas. Mm. Elles me sortent une vague photo de mariage où elles sont en train de sourire de trois quarts, prise de très loin, mais souvent elles n'ont pas de photo d'elles. Nous, on vit dans une ère où on a une abondance de photos de nous-mêmes. Trop, beaucoup Trop, trop en trop, fait, trop. et ça conduit à la création de complexes en Mm, fait, parce que bon, on a tous un visage différent, et surtout si on se compare avec les personnes sur les réseaux sociaux, avec les stars auxquelles mm. on est abonné, etc. Faut vraiment se dire que tous les contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux par des gens un petit peu connus, Ils sont tous toutes ces retouchés. photos, elles sont toutes retouchées. Toutes. Elles sont toutes retouchées Ouais. sur Photoshop. Mhm. Elles sont au moins filtrées quand les personnes, les influenceuses font des Mhm. stories. Il y a toujours des filtres qui vont les avantager. Et plus les années passent, plus les filtres arrivent à être de bonne qualité. Mhm. Moi, je vois sur TikTok, il y a un filtre qui peut vous retoucher tout le visage, vous agrandir un petit peu la taille des iris, vous mettre du faux maquillage, vous affiner le visage, vous faire grossir les Et lèvres. après, tu Et as envie de honnêtement, ressembler à toi filtré. c'est ça. Et on se voit filtré, puis après on se voit dans le miroir sans maquillage et tout, et puis on se dit mais je suis minable. Mais enfin, moi je suis une femme, hein, je suis humaine, et donc là j'ai des bonnes lumières parce que la lumière ça compte énormément quand quand on veut avoir l'air potable. Mhm. On va dire. Oui, tu es très bien. La lumière est bien. Voilà. Donc la lumière est bien pour pas qu'il y ait d'ombre portée, etc. Donc je sais que là les personnes se disent ah bah oui elle a une bonne tête dermatodrée, mais je ne me filme jamais, euh, pas maquillée, pas coiffée, en pyjama, sans bonne lumière, Avec ton etc. téléphone Je suis du pas bar, maso. avec ton téléphone du bar, là, C'est comme ça, avec le ça. téléphone comme ça. Mais non, on l'a tous vécu ça, Mm. quand une application elle s'ouvre directement avec la caméra, et on se voit tous comme comme ça, en train de se poncer les yeux justement et tout. On est horrible. Ouais, bien Enfin, sûr. c'est pas qu'on est horrible, on est naturel. Il faut pas se comparer avec ça. Il faut pas se comparer nous au naturel avec la tête comme ça, Ouais. avec les selfies des starlets qui vivent leur best life à Dubaï. C'est pas la réalité. Ouais. Tu vois, avant, il y avait un dicton qui disait quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Mais, mais Exactement. c'est Bah oui, plus tout mais à fait maintenant, vrai. C'est plus tout à bah fait non, vrai. Voilà. non, parce que si on se compare à quelque chose qui n'est pas réel, Ouais. bah ça peine. C'est vrai que moi, je suis pas mal sur TikTok où la moyenne d'âge est très jeune. Hein. Mm. Ce moyenne d'âge, ça va être autour de 15 ans. Mm. La grande mode, c'est de se filmer. Il y a un petit challenge là actuel, se filmer avant et après sa rhinoplastie. Ok. Donc, on voit des centaines et des centaines de jeunes femmes dont la
majorité n'avaient pas besoin d'une rhinoplastie. Elles n'étaient pas avec un nez comme ça où elles pouvaient fumer sous la douche, comme on dit. Hein. Donc c'est plus une rhinoplastie pour correspondre à un certain idéal. Et puis il y en a. Donc on voit défiler ça, défiler. Je pense que ça peut influencer des personnes jeunes à se dire finalement mon nez, j'ai une bosse là, je Ce qu'il devrais. faut que les gens sachent, c'est que la rhinoplastie, c'est une des interventions les plus délicates de notre métier, et qui est difficile à faire, que les gens qui la font bien, il n'y en a pas beaucoup, et qu'il y a un taux de retouche, De d'insatisfaction rater, de raté, qui est très élevé. de rater qui est Ouais. important. Et vraiment, la rhinoplastie, c'est pas une intervention à faire à la légère. Alors après, quand on a besoin de faire une rhinoplastie, il faut le faire, mais c'est vraiment pas l'intervention fastoche, comme ça peut être effectivement de mettre un petit peu de... Bah, cette vision-là de la rhinoplastie sur TikTok, c'est vraiment le truc en ambulatoire. Je fais ça, tout va bien. Je ressors, j'ai un tout petit pansement rigide là comme ça, et puis on me l'enlève à J7 et puis tout va bien. Alors ce qu'ils disent pas, c'est qu'on a des mèches rigides qui sont. C'est comme si vous aviez deux tiges de PCR en Donc ça, c'est permanence. plus vrai. Ça, tu n'étais pas obligé de dire ça. T'étais plus obligé. Donc bon, c'est Mais non, pas. mais c'est pas du tout une intervention. C'est pas aussi magique et il faut que on voit beaucoup de chirurgiens qui, surtout aux États-Unis, hein, où ils présentent leur activité avec avec un sens du marketing qui est spectaculaire et ils te montrent que le côté magique. Il y a un côté magique dans le métier qu'on fait. Mais si tu Oui, portes oui, le oui. trait, c'est pas la réalité encore une fois. Alors, il vaut mieux être sincère sur les effets secondaires quand même, parce que sinon les gens après, dès qu'il y a le moindre couac, ont l'impression que c'est catastrophique, quoi. Mm. Donc c'est vrai que moi, par exemple, pour les descriptions des suites au niveau des lasers, j'ai tendance à Ah, décrire des trucs horribles. oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, faut passer une semaine, 7 jours avec la vasine sur la tête. Et puis pas sortir et puis on reste rouge pendant 4 mois. Donc là, les gens ils disent oh là là, ça a l'air catastrophique. Et puis en fait, c'est ce qu'on fait avec du laser CO2 fractionné sur des paramètres hyper forts. Mm. Mais en fait, je leur fais pas, je leur fais Et pas donc ça. après, ils sont très Mais contents. après ils m'ont dit mais c'était très doux, très bien. Tu vois, Tu as baissé leurs attentes. c'est ça. Mais disons que je préfère Mm. expliquer comme ça. Je pense que c'est plus humain. Sincère, Puis ça c'est permet plus de faire le sincère. tri aussi Ouais. entre les gens en fait qui ont une petite gêne ou qui sont pas prêts à avoir quoi que ce soit comme quoi, Mm. parce que moi je décris le pire et puis comme ça 99% des gens sont contents. Bien sûr. Euh, c'est comme ça, c'est pas de la publicité mensongère. Non, tu as lu un livre qui s'appelle La formule du bonheur, Non. un livre très intéressant qui a été écrit par un type qui est un ancien directeur de Google X. Et alors, il avait une formule mathématique pour le bonheur. Il disait que c'était le bonheur est égal à la perception des événements moins les attentes. C'est-à-dire que Ah si oui, tu perçois positivement un événement et que tes attentes étaient basses, tu es forcément heureux. À l'inverse, ta perception est négative, tes attentes sont élevées, tu es malheureux. Et donc là, dans ce que tu décris, c'est tout à fait ça. Voilà. Ils c'est perçoivent ça. bien, leurs attentes étaient basses, tout le monde est content. Si tu promets la lune, Ça, les gens sont pas contents. ça marche pas. Voilà. Ça me fait penser à une phrase de la série Malcolm. Je sais pas si Non? tu la connais, ce qui passait beaucoup sur M6, qui passait 12 fois peut-être. D'accord. Et il y a le petit frère de Malcolm qui dit, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, d'accord. C'est ça, oui, c'est un peu ça. Donc là, c'est l'effet inverse de ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Non, il faut que les gens soient contents. On fait un métier, on fait un métier où on est là pour apporter du bonheur. Hein. C'est ça qui est chouette aussi C'est ça, dans cette- que les gens repartent avec le sourire, si Ouais. possible. Il y a une question dans les commentaires sur le lifting de la poitrine. Le lifting de la poitrine est-il conseillé pour quelqu'un qui veut pas avoir une poitrine plus grosse, mais seulement retrouver une poitrine qui se tient mieux? Je Oui, te laisse répondre. bien C'est sûr, oui. l'implication. Donc, en vieillissant, la poitrine des femmes a tendance à tomber sous les effets de la gravité, des allaitements et tout ça. Et la peau, encore une fois, s'allonge, se stretch. Et on peut remonter une poitrine en faisant un lifting de poitrine sans forcément changer le volume. En fait, en remodelant la glande, elle est plate, on la soulève, on lui donne une forme de cône. Et on va ensuite redraper la peau. Alors ça se fait au prix de petites cicatrices qui généralement évoluent très bien et qui sont très discrètes. Mais encore une fois, c'est toujours une question de trade. On a une jolie forme de poitrine contre des petites cicatrices.
Ça fait pas des cicatrices en encre comme les Tu peux plaies. faire une Oui, petite encre. Je fais généralement d'accord. soit une verticale pure, soit un court T. Mhm, Mais il faut savoir que quand tu fais un lifting de poitrine, comme tu n'as pas un volume très important, et mhm. du coup il n'y a pas de traction sur la peau, souvent la cicatrice est de très bonne qualité. Et puis c'est généralement D'accord. une chirurgie que tu fais à 40-50 ans, à un âge où on cicatrise Où il y a infiniment de la mieux qu'à 20 ans. laxité. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Mhm. Les opérations, notamment au niveau du visage, ont des bien meilleurs résultats à 60 ans Mhm. qu'à 20 ans. Ouais. À 20 ans, on a la peau qui est tendue, qui est rebondie. Donc, dès qu'on va faire une intervention, bah, ça va faire une cicatrice qui va vraiment se voir. Mhm. Alors que sur une peau qui est déjà relâchée, bah, on peut se permettre justement d'enlever de la matière pour enlever un cancer de la peau, par Ouais. exemple, et avoir un résultat. Alors, ça tombe bien que les cancers de la peau arrivent quand on est âgé. Voilà, c'est pareil pour les liftings, si tu veux. Les cicatrices sont Mhm. parfaitement camouflées. Et comme on fait ça généralement chez les gens à 50-60 ans, on cicatrise mieux en vieillissant. C'est paradoxal. Souvent, les gens pensent qu'en vieillissant, ils vont moins bien cicatriser. C'est pas vrai. Mhm. Et souvent, les cicatrices sont. L'âge, là, pour le coup, s'il y a bien un avantage à vieillir, c'est qu'on cicatrise mieux. Parce que la cicatrisation est moins exubérante en Voilà. fait. Le processus de cicatrisation prend plus de temps Mm. et donc il y a beaucoup moins de cicatrices hypertrophiques, Exactement. etc. avec l'âge. Mm. J'ai une question justement à te poser au sujet des liftings. Mm. Lifting et tabagisme. Ouais, bah, c'est pas bon. Ça fait pas Ça, bon. c'est quelque chose à connaître vraiment Ouais. pour les patients. Alors, ça fait vraiment pas bon ménage. Bon, de manière générale, le chirurgie et tabac, ça va pas bien ensemble parce que dans la cigarette, tu as des actifs qui vont diminuer la microcirculation des capillaires et donc la peau va être moins irriguée. Tu auras moins de sang dans la Mm, mm. peau et du coup, c'est pas vraiment la cicatrice en elle-même qui va moins bien se passer, c'est que la peau peut nécroser. Donc, la peau qui a été déplacée peut mourir. Et alors après, la cicatrice, Donc on se trouve avec un lâchage de voilà, suture, page avec de une suture, nécrose. surtout derrière. Donc vraiment, de manière générale, quand on veut envisager une chirurgie, il faut arrêter de fumer et les données scientifiques montrent qu'il y a une amélioration à partir de 4 semaines. D'accord. 4 semaines d'arrêt avant l'intervention, il y a un bénéfice. Voilà. C'est bon à savoir. Bah, si vous envisagez un lifting, une intervention chirurgicale, esthétique, arrêtez de fumer au moins 4 semaines Mais avant. Audrey, c'est vrai pour Votre tout, peau hein. vous en C'est remerciera. vrai pour tout, hein. Tu fais un cancer du côlon, L'orthopédie aussi. c'est tout à Mm. fait la même chose, sauf que c'est vrai nous, on est particulièrement sensibilisés à ça parce qu'on voit nos cicatrices et on veut que nos patients aient des zéro complications. Mais souvent, mes collègues digestifs, ils sont très embêtés Pareil. par les gros patients fumeurs qui s'arrêtent pas, tu vois. Mm, mm. Tout à fait. Bon, on a un peu fait le tour À quelle heure des est-ce qu'il faut questions qu'on qu'il y arrête? avait. Non, je crois qu'on a dépassé 1 heure là maintenant. Ah bah oui, alors ça va couper. Bon, Il y a un moment où ça va nous couper, donc il vaut mieux qu'on dise au revoir à tout le monde. tranquillement. Merci à tous ceux vous avez été super nombreux à rester avec nous. C'était un plaisir. C'était un plaisir de discuter avec toi, Alexandre Pareil. aussi. Merci pour ta présence, pour toutes tes connaissances ce soir. Et bien sûr, le live sera disponible en replay. On va le laisser. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez le faire en commentaire. C'est vrai qu'on s'est pas attardé sur toutes les questions qui étaient pas trop du domaine de l'esthétique, du vieillissement du visage. Hmm. Mais il y a encore plein de choses Oui, j'ai l'impression à d'avoir, aborder. avec toi, j'ai l'impression on a effleuré ce sujet qui est tellement vaste et qu'on pourrait continuer à en parler des heures. Effleurer la peau, On a effleuré. c'est dans le thème. Bon, Audrey, c'était un Merci, plaisir de merci parler à avec tous. toi. À bientôt. À Salut, bientôt. Salut. au revoir à tous.